Référentiel de psychiatrie et addictologie, item 347, crise d'angoisse aiguë et attaque de panique. Grand 1, introduction. Grand 2, contexte épidémiologique. Grand 3, sémiologie psychiatrique. Grand 4, l'attaque de panique. Grand 5, le pronostic et l'évolution. Et grand 6, la prise en charge psychiatrique. Les objectifs pédagogiques. Diagnostiquer une crise d'angoisse aiguë et ou une attaque panique. Identifier les caractéristiques d'urgence de la situation et planifier leur prise en charge préhospitalière et hospitalière. Entre parenthèses, posologie. Les points clés. L'attaque de panique, AP, correspond à un épisode d'anxiété paroxystique bien délimité dans le temps. La paix peut survenir de manière isolée ou dans le cadre d'une pathologie psychiatrique. Entre parenthèses, troubles paniques notamment. La paix se manifeste par 3 types de symptômes. 2 points. Physique, c'est-à-dire respiratoire, cardiovasculaire, neurovégétatif, digressif, digestif. Alors je recommence. La paix se manifeste par 3 types de symptômes, physique, respiratoire, cardiovasculaire, neurovégétatif, digestif, etc. Psychique, cognition catastrophique, peur de mourir, de devenir fou. Comportementaux, il y a de l'agitation et de la sidération. Ça va de l'agitation à la sidération. Les causes non psychiatriques et les intoxications par une substance psychoactive doivent être éliminées par un examen physique rigoureux, complété éventuellement par des examens paracliniques. La prise en charge en urgence de l'AP repose sur des mesures non pharmacologiques, entre parenthèses mise en condition, réassurance, contrôle respiratoire, et pharmacologique, traitement anxiolytique type benzodiazépine par voie orale. Donc je répète rapidement les 3 types de symptômes par lesquels se manifeste une attaque panique. Donc il y a les symptômes physiques, les symptômes psychiques et les symptômes comportementaux. Les symptômes physiques concernent la respiration, le rythme cardiaque, les troubles neurovégétatifs et des troubles digestifs. Au niveau des symptômes psychiques, il y a des cognitions catastrophiques, telles que la peur de mourir, de devenir fou. Et enfin, au niveau des symptômes comportementaux, ça peut aller de l'agitation à la sidération. Grand 1, introduction. Crise d'angoisse aiguë et attaque de panique désignent la même entité diagnostique. Nous utiliserons dans ce chapitre l'expression attaque de panique, AP, employée dans les classifications internationales. L'AP est un épisode aigu d'anxiété, bien délimité dans le temps. Il s'agit d'une situation fréquente en pratique clinique. Entre parenthèses, ceci dans toutes les spécialités. Il est important de comprendre que l'attaque de panique peut survenir chez un sujet en dehors de toute pathologie psychiatrique sous-jacente et demeurer unique. Elle peut également être secondaire à un trouble psychiatrique, particulièrement, mais non exclusivement, le trouble panique caractérisé par la répétition de ces AP. Grand 2, le contexte épidémiologique. La paix est fréquente puisqu'on estime qu'une personne sur 20 fera une crise d'angoisse aiguë au cours de sa vie. Entre parenthèses, prévalence vie entière de 3 à 5%. Il s'agit d'un tableau clinique fréquemment rencontré dans les services d'urgence, compte tenu des symptômes physiques qui peuvent faire évoquer une urgence non psychiatrique médicale ou chirurgicale. Le terrain le plus fréquent est l'adulte jeune, avec une prédominance féminine. Le sexe ratio est de 2 femmes pour un homme.
Grand 3. Sémiologie psychiatrique. Parmi les symptômes de l'AP, on distingue 2 points. Des symptômes physiques, des symptômes psychiques et des symptômes comportementaux. La chronologie de l'AP est marquée par un début brutal, une intensité maximale des symptômes atteinte rapidement, quelques minutes voire quelques secondes après le début de l'AP, des symptômes bien délimités dans le temps, l'AP dure en moyenne 20 à 30 minutes, et une décroissance progressive des symptômes de l'AP avec soulagement et parfois asthénie post-critique. 3.1 Les symptômes physiques. Ces symptômes physiques sont très variables selon les patients. Les plus fréquents sont résumés ci-dessous. 3.1.1 Les symptômes respiratoires. Ce sont les plus courants. Il s'agit le plus souvent d'une dyspnée avec sensation d'étouffement et surtout de blocage respiratoire pouvant entraîner une hyperventilation. 3.1.2 Les symptômes cardiovasculaires. Tachycardie et palpitations sont fréquemment rencontrés, ainsi que les sensations d'oppression thoracique, voire de véritables douleurs. 3.1.3 Les symptômes neurovégétatifs. Sueur, tremblement, pâleur ou au contraire érythème facial. Sensations d'étourdissement ou de vertige peuvent survenir au cours des épisodes d'AP. 3.1.4 Les symptômes digestifs. Il peut s'agir de douleurs abdominales, de nausées, de vomissements ou de diarrhée. 3.1.5 Autres symptômes physiques. Il peut s'agir de symptômes génito-urinaires, entre parenthèses pollacurie, etc., ou neurologiques, entre parenthèses tremblements, impression de paralysie, etc. 3.2 Les symptômes psychiques. Il s'agit d'un ensemble de cognitions, entre parenthèses des pensées, catastrophiques, c'est-à-dire 2 points. Une peur intense sans objet, entre parenthèses sensation de catastrophe imminente, et une sensation de perte de contrôle. Les pensées associées sont essentiellement centrées sur la peur de mourir et la peur de devenir fou. Peuvent s'associer également des symptômes de dépersonnalisation, 2 points, sentiment d'étrangeté et de n'être plus soi-même, sentiment d'être détaché de sa propre identité physique, entre parenthèses désincarnation, ou psychique, entre parenthèses désanimation. Des symptômes de déréalisation, 2 points, sentiment que le monde est irréel, étrange. 3.3 Les symptômes comportementaux. Le comportement du patient lors de la survenue de cette AP est variable. On retrouve le plus souvent une agitation psychomotrice. Cependant, on peut au contraire observer une inhibition pouvant aller jusqu'à la sidération. Même si elle reste exceptionnelle, la principale complication est le passage à l'acte auto-agressif. Donc, sémiologie de l'attaque de panique sous forme de tableau. Les symptômes physiques qui sont respiratoires, cardiovasculaires, neurovégétatifs et digestifs. Et les symptômes psychiques qui sont des cognitions catastrophiques, entre parenthèses peur de mourir, peur de devenir fou. Et enfin les symptômes comportementaux qui sont une agitation psychomotrice qui peut aller jusqu'à la sidération. Point 4. L'attaque de panique. 4.1. Diagnostic positif. Le diagnostic de l'AP est un diagnostic clinique. L'interrogatoire de l'entourage peut être très informatif. Grand plus. Les classifications internationales. Les critères de l'attaque de panique dans le DSM-5. Une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense dans laquelle au minimum 4 des symptômes suivants sont survenus de façon brutale et ont atteint leur acmé en moins de 10 minutes. 2 points.
palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme cardiaque, transpiration, tremblement ou secousse musculaire, sensation de souffle coupé ou impression d'étouffement, sensation d'étranglement, douleur ou gêne thoracique, nausée ou gêne abdominale, sensation de vertige, d'instabilité, de tête vide ou impression d'évanouissement, déréalisation, entre parenthèses sentiment d'irréalité, ou dépersonnalisation, entre parenthèses être détaché de soi, peur de perdre le contrôle ou de devenir fou, peur de mourir, paresthésie, c'est-à-dire des sensations d'engourdissement ou de picotement, des frissons ou bouffées de chaleur. Le DSM-5 propose également de différencier deux types d'attaques paniques, attendues et non attendues. Les AP inattendues correspondent aux AP non prévisibles, survenant sans facteur déclenchant, et seraient donc plus spécifiques que du trouble panique. Les AP attendues seraient quant à elles les AP plus prévisibles et réactionnelles. Par exemple, 2 points, exposition brutale au stimulus phobogène dans la phobie spécifique. L'AP apparaît également dans le DSM-5 comme spécificateur pour toutes les pathologies de la classification, puisqu'elle peut compliquer bon nombre d'entre elles. 4.2 Les diagnostics différentiels. Il s'agit essentiellement des pathologies non psychiatriques et des intoxications par des substances psychoactives qu'il faut impérativement éliminer avant de poser le diagnostic d'AP. 4.2.1 Les pathologies non psychiatriques. Compte tenu des symptômes physiques au premier plan dans l'AP, il faut éliminer une étiologie médicale non psychiatrique. Les principales pathologies à éliminer sont 2 points. Des pathologies cardiovasculaires, 2 points, syndrome coronarien aigu, poussée d'insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, troubles du rythme, etc. Des pathologies de l'appareil respiratoire, asthme, embolie pulmonaire, etc. Des pathologies neurologiques, 2 points, épilepsie, notamment les crises partielles temporales, les crises migraineuses, les accidents ischémiques transitoires, etc. Des pathologies endocriniennes, 2 points, hypoglycémie, phéochromocytome, hyperthyroïdie, syndrome de Cushing, hypoparathyroïdie, etc. Ces pathologies doivent être recherchées au moyen d'un examen clinique complet, appareil par appareil, complété si besoin par des examens paracliniques orientés par l'examen physique. Cet examen clinique doit s'efforcer de ne pas renforcer le patient dans sa conviction d'avoir une pathologie médicale non psychiatrique. 4.2.2 Les intoxications par une substance psychoactive. Les intoxications aiguës par une substance psychoactive, comme l'alcool, le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy, etc., doivent être recherchées. Il s'agit ici plus d'un élément déclencheur particulier de l'AP que d'un véritable diagnostic différentiel, certaines substances pouvant générer de véritables AP. Les causes iatrogènes doivent également être évoquées, certains traitements pouvant favoriser les AP en cas de surdosage, corticoïdes, hormones thyroïdiennes, etc. Et un contexte de sevrage sera aussi recherché. Sevrage de l'alcool, sevrage des benzodiazépines, etc. 4.3 Les notions de physiopathologie. La physiopathologie de l'AP reste mal connue. Certaines manifestations physiques pourraient être liées à l'hypocapnie, secondaire à l'hyperventilation, entre parenthèses, sensation vertigineuse, paresthésie, etc. Donc la physiopathologie de l'AP reste mal connue. Certaines manifestations physiques pourraient être liées à l'hypocapnie, secondaire à l'hyperventilation,
entre parenthèses, sensation vertigineuse, paresthésie, etc. Alors je fais rapidement un tour dans le dictionnaire pour hypocapnie. L'hypocapnie, c'est l'insuffisance de gaz carbonique dans le sang. Différents facteurs sont impliqués dans l'AP. 2 points. Des facteurs biologiques avec dysfonctionnement dans la régulation de certains neurotransmetteurs, entre parenthèses certaines substances comme la cholécystokinine ou le lactate de sodium sont capables de provoquer de véritables AP. Des facteurs psychologiques, entre parenthèses auto-renforcement des cognitions catastrophiques par la survenue des symptômes physiques, et environnementaux, inquiétude de l'entourage renforçant les cognitions catastrophiques. Point 5. Le pronostic et l'évolution. 5.1. Attaque de panique isolée. Un épisode d'AP peut demeurer unique. Il s'agit alors le plus souvent d'une AP réactionnelle à une situation de stress. 5.2. Attaque de panique dans le cadre d'une pathologie psychiatrique. L'attaque de panique peut s'inscrire dans le cadre d'une pathologie psychiatrique. 5.2.1. Le trouble panique. Le trouble panique se définit par 2 points. La répétition des AP qui surviennent au moins en début d'évolution du trouble, de manière imprévisible et sans facteur déclenchant. Donc la répétition des AP qui surviennent au moins en début d'évolution du trouble, de manière imprévisible et sans facteur déclenchant. Et le trouble panique se définit par le développement d'une anxiété anticipatoire. 5.2.2. Les autres pathologies psychiatriques. L'AP peut également survenir dans le cadre d'autres pathologies psychiatriques. Confrontation à une situation phobogène, phobie simple, phobie sociale, ou évocatrice d'un traumatisme. Trouble du stress post-traumatique. À l'acmé de ruminations anxieuses ou dépressives. Entre parenthèses, trouble de l'anxiété généralisée, épisode dépressif caractérisé, etc. Point 6. La prise en charge psychiatrique. 6.1. Prise en charge en urgence. Devant une AP, un certain nombre de mesures pharmacologiques et non pharmacologiques s'imposent. Outre ces mesures, et dans le contexte de l'urgence, il faut aussi impérativement éliminer une urgence non psychiatrique ou une intoxication par une substance psychoactive. 6.1.1. Traitement non pharmacologique. Les mesures de prise en charge non pharmacologiques sont primordiales. 2 points. Donc les mesures de prise en charge non pharmacologiques sont primordiales. Mise en condition, 2 points, installation au calme, suppression des éléments anxiogènes, isolement, attitude empathique. Réassurance du patient, 2 points, informer sur l'absence de danger de mort, sur le caractère spontanément résolutif de l'AP. Il s'agit ici de reconnaître la souffrance subjective du patient. Les symptômes sont réels et particulièrement désagréables, mais pas graves dans le sens d'un danger de mort. Mesures de contrôle respiratoire, 2 points, permettent de refocaliser l'attention du patient et de limiter l'hyperventilation. 6.1.2. Traitement pharmacologique. Un traitement pharmacologique anxiolytique doit aussi être utilisé, notamment si l'AP se prolonge. Le traitement de référence est la prescription d'une benzodiazépine par voie orale. Exemple, alprazolam, 0,25 à 0,5 mg per os en une prise à renouveler si nécessaire. Lorazépam, 1 à 2 mg per os en une prise à renouveler si nécessaire. Ou diazépam, 5 à 10 mg per os en une prise à renouveler si nécessaire. Donc l'alprazolam c'est le Xanax, le lorazépam c'est le Temesta et le diazépam c'est le Valium. La voie parentérale ne présente aucun avantage en termes de pharmacocinétique,
et peut au contraire renforcer les cognitions catastrophiques du patient. La voie per-os doit donc être privilégiée. Il s'agit d'un traitement ponctuel pour l'AP dans le contexte de l'urgence. Celui-ci ne doit pas être reconduit au long cours. L'efficacité et la tolérance du traitement doivent être évaluées et surveillées. 6.1.3 Hospitalisation en psychiatrie. En règle générale, il n'y a pas d'indication à une prise en charge en hospitalisation pour une AP isolée. Cependant, l'évaluation clinique rigoureuse doit permettre de repérer les comorbidités psychiatriques. Une hospitalisation pourra être envisagée en cas de comorbidité lourde, entre parenthèses, épisode dépressif caractérisé d'intensité sévère par exemple, en particulier s'il existe un risque suicidaire important. Donc, il faut éliminer une cause non psychiatrique ou une intoxication par une substance psychoactive. Ensuite, il faut prendre des mesures non pharmacologiques, mise en condition, isolement au calme, réassurance, contrôle respiratoire, et des mesures pharmacologiques, traitement anxiolytique type benzodiazépine par voie orale, par exemple lorazépam 1 à 2 mg per os en une prise à renouveler si nécessaire, et enfin surveillance de l'efficacité et de la tolérance du traitement. Ça, c'est pour la prise en charge en urgence d'une AP. Donc, éliminer une cause non psychiatrique ou une intoxication par une substance psychoactive, mesures non pharmacologiques ensuite, mesures pharmacologiques ensuite, et surveillance ensuite. 6.2 Prise en charge à distance. La prise en charge à distance de l'épisode aigu dépend du contexte dans lequel s'inscrit l'AP. 6.2.1 Attaque de panique isolée. L'information et l'éducation thérapeutique sont fondamentales avec deux objectifs. Apprendre aux patients à reconnaître une AP en cas de récidive. Prévenir une éventuelle récidive grâce à des règles hygiéno-diététiques simples. Entre parenthèses, diminution des consommations de psychostimulants, règles hygiéno-diététiques de sommeil, etc. 6.2.2 Attaque de panique dans le cadre d'une pathologie psychiatrique. L'AP peut s'inscrire dans le cadre d'une pathologie psychiatrique. Dans ce cas, la prise en charge de la pathologie psychiatrique sous-jacente est indispensable. En cas de répétition des AP, une prise en charge spécifique du trouble panique doit être mise en place. En résumé, l'attaque de panique AP est un épisode d'anxiété paroxystique bien délimité dans le temps qui peut survenir soit de manière isolée, soit dans le cadre d'une pathologie psychiatrique, en particulier le trouble panique. Il s'agit d'un tableau clinique fréquent caractérisé par trois types de symptômes physiques, entre parenthèses respiratoires, cardiovasculaires, neurovégétatifs, digestifs, etc. Symptômes psychiques, entre parenthèses cognition catastrophique, peur de mourir, de devenir fou. Et symptômes comportementaux, entre parenthèses de l'agitation à la sidération. Point. Les causes non psychiatriques et les intoxications par une substance psychoactive doivent impérativement être éliminées par un examen physique rigoureux, complété éventuellement par des examens paracliniques. La prise en charge en urgence de l'AP repose sur des mesures non pharmacologiques, entre parenthèses mise en condition, réassurance, contrôle respiratoire, et des mesures pharmacologiques, entre parenthèses traitement anxiolytique de type benzodiazépine par voie orale. Les références pour approfondir, manuel de psychiatrie et troubles anxieux et névrotiques, traité de médecine ACOS. Fin de la lecture de l'item 347, crise d'angoisse aiguë et attaque de panique, du référentiel de psychiatrie et d'addictologie.